Voilà, alors pour terminer cette introduction à D3, on va encore voir une chose qui est la notion d'échelle, la notion d'axe, qui sont des choses qu'on utilise presque systématiquement quand on fait des visualisations. Donc avant de regarder le code et la documentation, voilà le résultat qu'on veut obtenir. Donc on voit plusieurs choses ici. D'abord, on voit, si je rafraîchis, on voit que les cercles sont quand même positionnés de manière aléatoire. Par contre, euh, la- le rayon du cercle est maintenant dépendant du nombre de commits. Donc ça représente un auteur qui a fait beaucoup de commits. Ça, c'est un auteur qui n'a pas fait beaucoup de commits. La couleur, ça indique la même chose. Et puis la position sur cet axe vertical, ça indique le nombre de commits. Et si vous regardez bien, vous verrez que c'est une échelle logarithmique. Donc on a ici notre auteur qui a fait 1182 commits, c'est notre cercle ici. Alors que si on va tout en bas, ben on voit qu'on a un auteur qui a fait uniquement un commit. Eh bien, ça, c'est la personne qui se trouve ici. D'accord? Donc, on voit que en partant du code d'avant où on avait des cercles qui simplement représentent, on arrivait juste à voir le nombre de contributeurs dans le repos, on arrive maintenant ici à lire les choses. Euh, Dans la documentation, vous allez voir toute une partie sur la notion d'échelle ici. Donc là, je suis dans la documentation de D3. Et puis une autre partie sur les axes, où vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui sont à disposition pour représenter, générer ces graphes ici, la manière dont les tics ici sont affichés. Et puis ça fonctionne ici, c'est des valeurs numériques, mais si vous avez des valeurs temporelles, D3 vous aide aussi à générer ces graphes qui représentent le temps. Ok, alors on va prendre notre code ici. On va effacer et puis on va se mettre on va se mettre un premier breakpoint ici. On va recharger la page et voilà, ici on a juste affiché le code. Donc je vais d'abord aller dans l'IDE et puis on va regarder le code qu'on a écrit. Donc ça commence ici. Là j'utilise une toute petite fonction utilitaire de D3 qui s'appelle extend. Je lui passe mon tableau d'objets. Je lui dis de regarder l'attribut commit de chaque élément du tableau. Et puis je lui dis prends la valeur minimale et maximale et puis retourne-moi ça. Donc finalement ce que ce code va me retourner, ça va être 1 et puis c'était je crois 1181 dans les données qu'on vient de voir. Je vais recevoir ici ce tableau. Ce que je vais faire ensuite, c'est construire une échelle. Donc une échelle, c'est quelque chose qui va me permettre de mapper des données qui viennent d'un domaine, donc des données qui sont entre 1 et 1181, et de les mapper sur un autre espace. Ici, je dis que je veux générer des valeurs entre 3 et 50. Pourquoi 3 et 50? Parce que cette échelle, c'est ce que je vais utiliser pour générer mes rayons. Donc c'est pour ça que 50, c'est déjà une valeur qui est relativement grande. Ici, on peut faire le test si je passe à 10. Que je rafraîchis, on voit que nos cercles sont beaucoup moins extrêmes qu'avant. Donc ça, après, c'est là où il faut aussi faire des tests en fonction
de la visualisation qu'on veut générer et des données qu'on a à disposition. Vous voyez que ça, c'est peut-être pas si mal que ça. Donc ça, c'est la notion d'échelle. Et puis, ce que vous voyez, c'est que D3 nous met différents types d'échelles. Ici, j'ai décidé de prendre mon échelle logarithmique. Et puis après, j'ai, pour faire le test, pris une échelle linéaire sur les couleurs. Et vous voyez que ce qui est vraiment bien fait, là, je peux lui passer un range de valeurs numériques. Donc il va toujours me générer des valeurs entre 3 et 30. Et puis ici, je lui passe des noms de couleurs. Et puis derrière, il va me générer des couleurs. Donc on pourrait ici, au lieu de passer entre gris et vert, je pourrais passer entre rouge et vert. Donc si je reviens ici et que je continue, on voit ici que j'ai très facilement pu revoir ma palette de couleurs. C'est là où, quand on commence à faire ce genre de choses, qu'on découvre toute la puissance de D3. Donc, peut-être ce qui est intéressant pour voir à quoi servent ces échelles ou comment on peut les utiliser. Donc là, je vais recharger pour être dans le breakpoint. J'ai ici généré, donc on va peut-être afficher boundaries. On voit, hein, c'est donc bien un intervalle entre 1 et 1182. Si je regarde ma contribution scale, on voit que c'est une fonction. Donc cette fonction, si je l'appelle et que je lui passe 1, j'ai la valeur 3. Et puis si je lui passe 1182, on voit que j'ai la valeur 30, qui était la valeur de mon range. Si je fais la même chose avec mon color scale de 1, on voit qu'on a cette couleur. Si je passe 1182, on voit que là on est vraiment passé au rouge. Et puis si j'ai quelque chose au milieu, eh bien on va avoir des valeurs qui sont calculées par D3. Donc vous voyez ici ce que j'ai testé, ce que j'ai invoqué directement dans le debugger. Eh bien c'est ce que je vais utiliser dans mon code. Donc quand je génère la couleur, quand je génère le rayon, quand je génère la position verticale, cette fois-ci, au lieu de générer des valeurs aléatoires, eh bien, j'utilise ma fonction d'échelle et je lui passe en paramètre le nombre de commits de l'élément que je visualise. Donc c'est là où on voit après le lien entre les échelles que j'ai définies et puis ce que je vais pouvoir représenter graphiquement. Donc la dernière chose qu'on voit ici, c'est l'axe. Donc l'axe, on va toujours le définir par rapport à une échelle. On peut dire, est-ce que l'axe il doit se représenter à gauche, à droite, en haut, en bas. Si vous regardez les exemples, vous verrez qu'un axe qui est représenté, un axe top, on va souvent après lui faire subir une translation pour le déplacer dans notre bloc SVG. Là, vous verrez vraiment, il y a beaucoup d'exemples que je ne vais pas détailler ici. Et puis, une fois qu'on a défini notre axe, on doit appeler la fonction sur un élément du DOM. Donc, de nouveau, si je regarde mes éléments, et puis si je sélectionne ici, c'est pas forcément évident de faire la sélection. Alors, attendez, il faut peut-être que je continue le debugger. Alors, on va prendre le sélectionneur, il me laisse pas. Bon, on va y aller dans l'arbre.
Donc vous voyez ici, là j'ai sélectionné donc cet élément G qui contient des éléments TIC. Vous voyez que tout ce qui est dessiné, c'est vraiment à chaque fois euh, des, euh, des éléments SVG qui ont été rajoutés à l'arbre. Donc on est vraiment toujours purement dans la manipulation de structure d'homme. Ok, alors avec ça, on a fait une première découverte de D3. Vous avez vu un peu la philosophie d'utilisation de l'outil. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est aller regarder les exemples. Il y en a des quantités phénoménales. Et puis vous voyez que vous avez non seulement la possibilité de générer des graphiques et des visualisations statiques, mais vous avez aussi la possibilité de générer des visualisations interactives et dynamiques avec différents types de layout. On a ici un layout qui utilise un modèle de force, ce qui est impressionnant. Si vous regardez le code qu'il a fallu écrire pour avoir cette visualisation, vous voyez que c'est très concis parce que D3 nous met à disposition ce modèle et finalement on doit juste lui passer des paramètres. Donc ça c'est un exemple. Vous avez après la possibilité aussi de générer, de faire un layout des éléments selon un arbre. De nouveau, vous voyez que le code il est relativement court. Et puis vous avez ici un tree map, c'est un type de visualisation qu'on utilise pour représenter des hiérarchies de données et puis mettre en évidence différents attributs. Donc vous avez la couleur avec laquelle vous pouvez jouer, vous avez aussi la surface du rectangle avec lequel vous pouvez jouer, donc vous pouvez représenter différentes variables de chaque élément de données. Ce que vous voyez, c'est que vous avez aussi la possibilité d'avoir des animations, et ça, c'est vraiment des choses qui s'écrivent avec une ligne de code, grâce à D3. Donc, de nouveau, explorez, faites des tests. Il y a des sites comme le site du New York Times qui présentent des visualisations de données vraiment impressionnantes. Et si vous regardez derrière, vous allez voir que très souvent, c'est du D3. Et vous avez même accès au code. Très souvent, le code JavaScript n'a pas été minifié, donc vous pouvez aussi vous en inspirer. Dernière chose que je vais mentionner ici, c'est dc.js, qui est une librairie qui a été développée au-dessus de D3 et au-dessus de CrossFilter, qui est une librairie qui, elle, se concentre sur les structures de données. Et avec dc.js, vous avez la possibilité de créer des dashboards où vous avez ici plusieurs visualisations et elles sont synchronisées. Donc on a ici des données boursières. Si j'ai envie de voir ce qui s'est passé uniquement le mercredi, vous voyez que quand je sélectionne, ça filtre les données et puis ça met à jour toutes les autres vues. Je veux juste regarder ce qui s'est passé pendant le 3e trimestre. Même chose, ça filtre. Je peux aussi, si j'arrive à le faire, sélectionner une partie du temps et puis on voit que tout est mis à jour. Donc vraiment quelque chose qui est très puissant et que vous pourrez avoir envie d'utiliser. Voilà, alors là on est pratiquement au bout. Hein, on a fait cette présentation. Je vais juste dans la dernière étape packager l'image Docker et faire un dernier test pour valider que notre système fonctionne. Pour le moment, j'étais toujours en local. Donc j'ai mon serveur local qui sert les fichiers web et puis après derrière je parle bien à mon environnement Docker. Ok, alors avec ça on va terminer cette étape.